Le projet du livre, c'est essentiellement d'expliquer comment les hommes ont découvert le rôle du cerveau dans la pensée et à grands traits ce qu'on en sait aujourd'hui et les portes qui s'ouvrent aujourd'hui pour aller vers une véritable compréhension de la relation entre cette matière cérébrale et puis la richesse que représente l'imaginaire, la pensée humaine. Alors le cerveau, ça a été mon sujet de recherche pendant bien 30 ans. J'ai eu une formation de neurologue au départ, ensuite je suis passé dans la neurobiologie et je suis resté très longtemps à faire de la neurobiologie. Mes premiers laboratoires ont été en neurobiologie. Et ça m'a toujours fasciné d'essayer de percer à jour les mécanismes les plus intimes de la matière cérébrale et en même temps de rattacher ça à la richesse de la pensée, donc à ce fonctionnement extraordinaire qui, à partir de cellules qui fonctionnent comme d'autres cellules, eh bien, il y avait cette création permanente de pensée chez l'homme. Le cerveau a une existence qu'on peut presque considérer comme indépendante. Il crée son monde. C'est bien ça d'ailleurs qui est la fin de ce livre, de montrer qu'on arrive aujourd'hui à regarder le cerveau en train de créer, en train d'imaginer, en train de découvrir des mondes différents. La relation des hommes avec la pensée, c'est quelque chose qui nous vient de plusieurs millénaires. Ça a toujours, je pense, presque inquiété les hommes que d'avoir cet imaginaire dans lequel il y avait une telle richesse, une telle capacité de création de mondes différents, et en même temps le fait de savoir qu'on était dans un monde réel. Donc il y avait un décalage entre ce que le cerveau créait et la réalité, même si le cerveau créait toujours en fonction de la réalité. On sait qu'il y a un lien et en même temps il y a une ouverture sur des domaines qui ne sont pas les domaines du réel. C'est sans doute ce qui a amené les hommes vers les religions, vers l'idée que c'était tellement fantasmagorique cette fonction que ça ne pouvait pas être une fonction corporelle. Et on va de plus en plus, évidemment, au cours des siècles, lier la fonction matérielle et la création de pensée. Le public auquel je m'adresse, bon, c'est un grand public, c'est-à-dire que je n'ai pas écrit ce livre pour les spécialistes. L'histoire de ce livre est quand même liée à des cours que j'ai donnés il y a une quinzaine d'années maintenant, en première année de médecine, à des jeunes des 18 ans auxquels j'essayais de faire passer le goût de la recherche et de la médecine au travers de cette histoire et des géants qui nous ont précédés, dont je racontais l'histoire, pour leur montrer donc, le cheminement de la science, essayer aussi de dédramatiser cette recherche, de montrer ce qu'elle avait d'humain et de lier à l'ensemble de la société, de telle façon qu'ils n'imaginent pas, et je crois que pour le grand public c'est un message vraiment important, que la science est un domaine réservé à quelques savants qui ont fait de très longues études et qui y consacrent leur vie, que c'est une part de notre culture. La science fait partie de la culture, et j'essayais au travers de ces histoires et en replaçant la vie des savants, de ces savants au cours des siècles, dans leur milieu, dans leur environnement culturel, social, économique, industriel, de montrer comment la science se nourrit de la société de la même façon qu'elle nourrit la société, qu'elle la nourrit de connaissances.